Les expressions de l'abandonnisme. L'inconscient de chaque individu n'est autre que son histoire, dont la totalité est certes emmagasinée dans le corps, mais dont seuls les brides accèdent à la conscience. Alice Miller, Notre corps ne ment jamais. Abandon réel ou sentiment d'abandon, les manifestations diffèrent d'une personne à l'autre, avec pourtant quelques constantes comportementales et émotionnelles, souvent contradictoires et dans l'excès. Provocation et soumission, révolte et retrait, défi agressif et sacrifice de soi. Si les personnes vivant sous l'emprise d'un prédateur sont dans le déni, les abandonnés vivent sans le savoir sous l'emprise de leurs blessures d'abandon. Le fantasme d'une vie idéale s'est très tôt transformé en quête d'amour vaine, mais à laquelle il est impossible de renoncer sous peine d'écroulement psychique. Avoir été abandonné ou ressentir un sentiment d'abandon nécessite de très grands efforts pour tenter de s'adapter à la réalité. Efforts que les proches n'imaginent même pas, ne comprennent donc pas. Pour les abandonnés, comme pour leur entourage, l'abandonnisme n'est pas décelable, car il n'est pas simple d'interpréter certaines attitudes ou des débordements émotionnels qui semblent injustifiés ou inadaptés. La blessure est aussi profonde que secrète. Les comportements, souvent très opposés et les ressentis paradoxaux engendrés par les blessures d'abandon sont complexes. Ce sont les stigmates de l'abandonnisme. Manifestations comportementales. Les expressions de l'abandonnisme sont multiples. Voici les principales. L'isolement. Le repli sur soi est fréquent, signature d'une grande difficulté à aller vers les autres, confondue avec la timidité, car l'abandonné vit dans un état de vigilance qui le pousse à passer le plus inaperçu possible, comme s'il désirait se faire oublier. Si mes parents m'ont abandonné, négligé, c'est que je le méritais, je ne suis pas quelqu'un de bien. Tel est le discours inconscient sous-jacent à ce comportement de retrait, repli, rempli de tristesse. Victor. Je gère toujours mes émotions à retardement, tout comme je diffère la rencontre avec la réalité. Dans ma cave, je me suis aménagé ce que j'appelle ma grotte. Elle contient toute ma vie et je m'y réfugie le plus souvent possible. Je ne supporte pas le temps qui passe ni la solitude, alors que je la recherche. J'ai le sentiment d'être en survie depuis toujours. Il y a déjà longtemps que je pense au suicide. Il y a deux êtres en moi qui s'affrontent. Pour l'un, l'avenir est compromis et le suicide devient normal, tandis que l'autre est un homme jovial, bon vivant, très entouré. Mais les deux éprouvent une grande insécurité affective. Se réfugier dans son monde imaginaire n'évite pas les inévitables incursions de la réalité, mal supportées. Joseph vit un isolement bien plus important et différent de celui de Victor. Il n'a jamais eu d'amis, enfants et adultes, ne voit que rarement ses enfants, quelques fois dans l'année, ne sort quasiment pas, n'a aucune vie sociale en dehors d'une association où il rencontre des gens de temps à autre, toujours les mêmes, durant 1 heure ou 2. Il dit à Elisabeth « Je suis seul, je n'ai que toi ». Il téléphone encore chaque jour à sa dernière épouse dont il n'a toujours pas accepté le départ. Et il n'a jamais aimé qu'on vienne chez lui. Rester isolé minimise le risque d'être abandonné. L'efficacité du procédé est avérée, mais le vide affectif demeure, laissé pour solde de tout compte. C'est la sécurité en creux pour éviter la peur d'un possible lien qui pourrait ne pas durer. Prendre ses distances avec le monde ou n'entretenir que des relations superficielles ne fait qu'accroître le sentiment de solitude, mais protège de l'abandon et du rejet. Quant à l'intimité, elle est par essence dangereuse. Le cœur est bien trop fragile lorsqu'il a déjà été blessé dans ses sentiments les plus profonds et ses battements les plus forts. C'est ainsi que la blessure d'abandon conditionne l'isolement, un réflexe protecteur mais qui, empêchant de nourrir des liens indispensables, ne serait-ce qu'avec ses propres enfants, ne fait que renforcer l'abandonnisme. Un cercle vicieux. Je me suis senti mis à distance, donc j'ai un sentiment d'abandon. Donc je mets à distance celles et ceux qui pourraient m'aimer. Je suis totalement abandonné. Mais les raisons qui génèrent cet isolement ne sont pas conscientes. Cet abandonné ne trouve plus en lui ni motivation ni énergie pour faire des efforts afin de créer des relations et de les entretenir. Un ressort s'est brisé. Il ne lui reste plus qu'à s'isoler, tenir les autres à distance, éviter de s'impliquer dans les affections. Les demandes affectives sont refoulées au plus profond de soi, dans une confusion entre les besoins de l'enfant et ceux de l'adulte. Ces marques d'affection si désirées sont celles de l'enfant qui souffre. Elles ne sont plus adaptées à la vie de l'adulte et ne pourront jamais être satisfaites. Mieux vaut alors s'en passer complètement.
Si par bonheur, l'abandonné fait ce qu'on appelle aujourd'hui une belle rencontre, il risque de s'y jeter à corps et cœur perdu, pensant avoir enfin trouvé l'amour inconditionnel pour toujours. L'idéalisation de l'autre est totale et doit absolument perdurer. Aucune faille, pourtant bien humaine, n'est tolérée. Elle est vécue comme une trahison, un rejet. L'abandonné est à nouveau déçu. L'amour qu'il reçoit n'est pas celui qu'attend l'enfant en lui. Une déception faite de tristesse et de colère. L'agressivité. L'isolement n'est pas exempt d'agressivité. Les régressions infantiles qui accompagnent le repli sur soi génèrent une colère, aussi forte que durant l'enfance, qui se manifeste sous la forme d'accès d'agressivité parfois violents. Le moindre désagrément dans une relation sociale, amicale, amoureuse ou professionnelle devient la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Il ne faut parfois pas grand-chose. L'interlocuteur ne comprend pas cette réaction très impulsive. Tout comme la personne en colère ne comprend pas qu'on lui reproche ses élans dont les arguments ne se conjuguent pas au présent, mais au passé. Joseph. Joseph ne supporte pas la contradiction et s'indigne qu'on ne soit pas toujours de son avis. Ses enfants et Élisabeth lui reprochent de toujours leur couper la parole quand ils ne pensent pas comme lui. Joseph se justifie. Il n'arrête pas de me contredire. C'est l'exemple type d'une communication perverse, car l'interlocuteur se trouve coincé entre deux réponses possibles. Oui, tu as raison, je te contredis, ou non, je ne te contredis pas. Et l'agresseur a raison dans les deux cas. La communication est bloquée. Joseph a toujours raison, et si on l'aime, on doit être d'accord avec lui. Ainsi, Joseph se fâche avec tout le monde. Il suffit qu'on ne lui dise pas exactement ce qu'il veut entendre. Sa vie sociale est réduite à une peau de chagrin. Comme beaucoup d'individus ayant souffert, il estime avoir le droit d'être exigeant. Il défie Élisabeth. Si tu montes toutes les marches de l'escalier et me rejoins en haut, alors je resterai avec toi. Une épée de Damoclès au-dessus de la tête, elle fait son possible pour prévenir ses désirs, se conformer à ses attentes, mais n'est jamais assez parfaite. Il lui arrive de redescendre quelques marches, tandis que lui reste en bas de l'escalier. Mais je ne dis rien pour ne pas le mettre en colère, dit Élisabeth. Elle le décrit. Toujours irascible et ne cédant jamais. Il a des exigences qui, acceptables à l'âge de son abandon, 6 ans et demi, ne le sont plus depuis longtemps, mais il estime que la plus belle preuve d'amour est d'être deviné. L'abandonnique veut souvent que ses désirs et ses besoins soient compris sans qu'il les exprime, d'où son agressivité quand la boule de cristal de l'autre est un peu voilée, alors qu'être deviné révèle de la magie, ce qui empêtre les proches dans des errements stériles malgré leur bonne volonté. Davantage encore dans un couple parce que les attentes sont bien plus importantes dans la vie amoureuse. Les frustrations endurées dans l'enfance et l'adolescence génèrent ce comportement réactionnel qui provoque le rejet. Cette impossible tolérance à la moindre frustration et des attentes trop élevées mènent à l'agressivité qui, comme l'isolement, renforce le sentiment d'abandon. Tout se passe comme s'il fallait faire souffrir l'autre, le culpabiliser pour ne pas se sentir responsable des dysfonctionnements relationnels. Sous-jacente à cette litanie explosive de reproches, une question lancinante. Est-ce que tu continueras encore à m'apprécier, à m'aimer ? Un défi inconscient qui prend fin avec la triste réalité de l'inéluctable séparation qui s'ensuit. L'enfant abandonnique ne franchissant pas les étapes habituelles du développement de l'enfant, il ne dépasse pas le stade de la fusion archaïque, l'accumulation de jugements rageurs s'exprime en revendications qui peuvent être tyranniques. Au cours des crises de plus en plus fréquentes qu'il fait subir à Élisabeth, Joseph ne peut s'empêcher de la provoquer en lui disant « c'est terminé, c'est fini » ou bien « trouve-toi un autre bonhomme ». L'agressivité est alors plus forte que la peur d'être quitté. La manipulation est avérée lorsqu'un abandonné menace de mettre fin à une relation pour être supplié de ne pas le faire, ou quand il impose quelque chose qui blesse profondément l'autre dans ses sentiments, en ajoutant, souriant, « Je sais que tu m'aimes, je le sais », sous-entendu, tu ne peux qu'accepter ce que je te demande. Pour l'abandonné, les exigences et l'agressivité sont légitimes. La soif d'absolu affectif le maintient hors de la réalité de l'autre, dont les fragilités sont inacceptables. Elle provoque de la peur. Mais la compassion a ses limites. L'amour, l'amitié finissent par s'étioler. C'est le risque que prend l'abandonné lorsqu'il en demande trop alors qu'il ne supporterait pas d'être traité de cette façon. Par exemple, s'il refuse un cadeau, le rend au motif qu'il ne lui plaît pas et qu'il ne veut pas faire semblant, qu'il est simplement franc, tout en n'admettant pas la réciproque. La passivité.
La passivité est fréquente chez l'abandonné, qui dans sa vie personnelle se fait aider en tout ou presque, dans des actes simples de la vie quotidienne. Il a le sentiment qu'il a besoin d'être assisté, même pour des tâches simples, car son estime de soi et sa confiance en lui sont souvent faibles, du moins lorsque l'abandonnisme s'est installé dans l'enfance. Elisabeth. Au cours de sa thérapie, elle se plaint d'être toujours sollicitée par Joseph, qui semble incapable de s'occuper de lui. Il me demande de corriger ses lettres, de l'aider à trier et ranger ses papiers, ou d'enlever une trace de bougie sur un vêtement, de lui apprendre à laver un pull à son âge, de prendre ses rendez-vous médicaux, de décider des menus, de lui lire la notice d'un remède, etc. Il a même demandé à son médecin comment se mettre des gouttes dans les yeux. Il a une force d'inertie incroyable. Le seul domaine où il se prend en charge, c'est la tenue de ses comptes. Une véritable obsession. Le plus difficile à supporter, c'est qu'il voudrait qu'on fasse les choses à sa place, mais à sa façon, et tout en supportant ses récriminations. C'est pénible, il est à la fois paresseux et exigeant. N'oublions pas que le lien avec la réalité est difficile, que de nombreux apprentissages n'ont pas été faits dans l'enfance de l'abandonné. Il se trouve donc très démuni devant les contingences d'une vie d'adulte, ce qui ne l'empêche pas par ailleurs d'être un bon professionnel. Il possède les compétences, mais vit dans la peur de devenir autonome. Il confond autonomie et solitude, manque d'amour, justifiant ainsi ses demandes. L'irresponsabilité est aussi un excellent moyen de manipuler l'entourage pour satisfaire ses besoins. Ces comportements sont les preuves évidentes des défaillances parentales qui l'ont autorisé à se placer en position de victime. La victimisation. Se placer en victime permet d'être ménagé, de se faire plaindre et de justifier des comportements qui autrement seraient inadmissibles. La victimisation est proportionnelle à l'importance de la blessure d'abandon. La dramatisation des événements n'est pas exclue, permettant d'accentuer davantage ce rôle de victime, qui n'est pas sans bénéfice. Il apporte des marques d'attention que l'abandonné ne sait pas obtenir autrement. L'important est de jouer un rôle d'enfant perdu, ce qui n'est plus la vérité au présent. Plume, le bord du gouffre. 31 juin 2011. Ma mère, depuis ma plus tendre enfance, s'est toujours exprimée devant moi comme une victime, jouant sur les cordes de mon extrême sensibilité. Je n'avais qu'un désir, la protéger, prendre sa défense. Je ne sais plus bien vis-à-vis de qui. J'en ai longtemps voulu à tous ceux qui ne la soutenaient pas, n'en comprenaient pas ses besoins. Ce n'est qu'une fois devenue adulte que j'ai fini par comprendre qu'elle m'avait manipulée. Était-ce conscient? Je l'ignore. Ce dont je suis certaine, c'est que cette place de victime lui apportait de nombreux bénéfices. Ses enfants, surtout moi, la ménageaient, étaient à l'écoute de ses moindres désirs. Maman est si fragile. Et le leitmotiv entendu toute mon enfance et mon adolescence, ce qui lui permettait de nous maltraiter sans remords, puisque c'était elle la victime. C'est ainsi que les abandonnés qui se placent en victime vont préférer être à l'origine de la rupture pour maintenir ce rôle. Ce qu'ils subissent est injuste. Or, ils sont dans le déni de leur propre comportement. En réalité, les victimes abandonnent pour n'être pas abandonnées. Mais bien sûr, tout se passe dans l'inconscient. Grande caractéristique comportementale des abandonnés. Quête constante de marques d'amour, de reconnaissance au travail, présence et disponibilité inconditionnelle de la part des proches. Fuite de la solitude ou repli excessif. Compatibilité des preuves d'amour, d'amitié, de reconnaissance avec en toile de fond cette question, non formulée consciemment, jusqu'où cette personne peut aller pour me montrer qu'elle m'aime? Que pourra-t-elle accepter de ma part? Ce qui peut induire des formes de chantage. Si tu m'aimes vraiment, alors tu peux bien. Répétition d'une attitude parentale. Comportement de séduction pour être apprécié avec un zeste de victimisation, pour être plein, sans oublier un dévouement, parfois excessif, pour les gens en souffrance, afin d'obtenir de la reconnaissance, voire de l'admiration. Cette pseudo-générosité est vécue par l'abandonné comme un sacrifice. Mais si les remerciements ne sont pas au rendez-vous, l'aigreur est là, vivement exprimée. Gentillesse rarement sincère, qui se traduit aussi par une avalanche de conseils non sollicités, ce qui ne facilite pas les relations. L'abandonné a beaucoup de mal à exprimer ses émotions tout en reprochant à ses proches, surtout dans le couple, de ne pas le comprendre ni l'écouter alors qu'il reste dans un silence souvent bougon.
L'abandonné est capable de supporter des reproches et des critiques pour ne pas être rejeté. Il peut même accepter de présenter ses excuses pour éviter que les liens soient rompus, mais elles ne sont pas toujours sincères ni suivies des faits. Les mêmes problèmes se répètent. Un abandonné est très attaché à son lieu de vie et supporte mal de s'en éloigner longtemps. Ses vacances durent rarement plus de 8 à 10 jours. Ses repères familiers le rassurent. Les autres sont responsables de ce qui ne va pas. Ce comportement est appelé extra-punitif. La victime va parfois donner beaucoup trop d'importance à des petits soucis anodins, jusqu'à en être obsédée, en parlant constamment. C'est la technique du disque rayé, pour obtenir une aide qu'il est souvent difficile de lui donner. Personne ne comprend rien à rien, personne ne m'écoute, personne ne me comprend. Pire encore, l'entourage peut s'efforcer de minimiser la gravité de la difficulté ou en renvoyer la responsabilité à l'abandonné qui la refuse et devient agressif. Puis il redeviendra souriant pour se faire pardonner. Il faut bien se rassurer sur les sentiments qu'on lui porte, éviter le sujet. La difficile vie de couple. L'abandonnisme crée de réels problèmes dans la vie amoureuse, car le couple est souvent le lieu où nous réglons nos comptes avec notre enfance et nous projetons sur l'autre les angoisses du passé. Peur d'être quitté, qui pousse parfois à mener plusieurs relations en même temps, fuite de l'engagement, sabotage inconscient de la relation pour répéter l'abandon, sont des émotions et des attitudes fréquentes. Il faut bien se prouver qu'on n'est pas digne d'être aimé pour justifier l'abandon ou la négligence parentale. Trouver un partenaire idéal est l'obsession des abandonnés. Partenaire qui doit toujours donner plus de preuves de son amour et de sa perfection au fur et à mesure que la terreur d'être quitté augmente. Quand la lucidité est reléguée aux oubliettes, chaque nouvelle rencontre sera, pour quelque temps du moins, source d'émerveillement, jusqu'à ce que l'abandonné découvre les imperfections, bien qu'humaines, de l'élu de son cœur. La déception est trop profonde pour surmonter une fois encore la désillusion. Alors, les partenaires précédents étaient chargés de toutes les fautes. C'est au présent que s'expriment les plaintes et les colères explosives. Élisabeth. J'ai rencontré Joseph dans une association où nous allions tous les deux. Il m'a paru gentil car il était souriant. Il avait l'air calme, détendu. Il m'a tout de suite plu. Mais je n'ai pas eu le sentiment de lui plaire. C'est pourtant lui qui a fait en sorte que nous nous rencontrions en dehors de l'association, pour un motif tout à fait futile. Comme il me plaisait, j'ai accepté. Je me souviens de ce premier soir. Il avait oublié la raison de cette rencontre et m'a raconté sa vie, ne parlant que de lui, sans me poser de questions sur moi. Très vite, en 10 jours, il m'a proposé de nous fiancer et de nous marier. Je me souviens avoir accepté les fiançailles, je trouvais l'idée charmante. Nous ne nous connaissions pas. Il n'empêche, pour lui, j'étais la 7e merveille du monde. J'étais heureuse, je me disais que je pouvais enfin faire confiance à un homme. 2 mois de rêve se sont écoulés, nous étions tous les deux sur un petit nuage. Puis il m'a invité chez lui. Là, j'ai commencé à déchanter. C'était triste, ça sentait la poussière, c'était sale. Mais je n'ai rien dit. Un jour, je lui ai demandé s'il lui arrivait de nettoyer le lavabo. À partir de ce moment-là, il n'a plus été le même. Vexé, il faisait souvent la tête, boudait, se mettait à crier sur moi, m'ordonnant de faire mon examen, de méditer sur mon comportement. Je ne comprenais pas. Mon examen de quoi ? Je ne reconnaissais plus le Joseph des premiers temps. Une fois que je lui étais acquise, il a dévoilé ses exigences, sa tyrannie, son agressivité. Comme il se négligeait, je ne supportais pas son odeur, sans oser lui en parler. Il adorait faire des massages, mais je détestais ça. Il me faisait mal car il n'était pas très doué, trop violent, mais il ne m'écoutait pas. Il insistait aussi pour que je le masse, mais sa peau était grasse, j'en en avais pas du tout envie. Après la première colère subie, Elisabeth lui a envoyé un mail qu'elle m'a confié. Joseph, mon chéri, ne nous abîme pas. Nous est si précieux que nous devons tout faire pour le protéger. Notre force et notre amour, il faut le préserver, y faire très attention, non le bousculer. Elle n'a reçu aucune réponse. Joseph boudait. Devant son silence, elle lui a envoyé un second mail. Je ne suis pas une sainte, mais pour nous, fais quand même un peu attention à la façon dont tu me parles. Que se passe-t-il ? Je ne veux pas te servir de punching ball, tu m'as dit que je te disais des conneries, ça m'arrive comme à tout le monde. Ce qui m'importe, c'est ta façon de me parler, car les sujets ne manqueront malheureusement pas qui te mettront en colère. J'espère que tu te calmeras et que tu pourras, quand tu auras le temps, reconsidérer la façon nouvelle dont tu me parles. À partir de ce jour, le petit nuage s'est progressivement assombri. Au rythme de l'ambivalence des sentiments, les désillusions s'accumulent, entrecoupées d'élans de tendresse jusqu'à une fin douloureuse. L'abandonné fait tout pour l'être encore une fois. Trop de tests d'amour et de défis finissent par lasser, bouclant la boucle sur l'impossibilité d'aimer vraiment
et d'accepter d'être aimé dans le respect et l'acceptation de l'autre. Angélique. J'ai depuis 8 ans des difficultés avec François, mon mari. Je me soumets à sa souffrance, donc il me fait porter la responsabilité, alors qu'il ne cesse de me dévaloriser. Il y a 8 ans, il a eu une liaison et m'a seulement dit que je n'avais que ce que je méritais. Mon monde s'est écroulé. Mon âme avait explosé avec une haine de moi dès le début du mariage, car je ne savais pas m'exprimer. Je voulais être celle qu'il avait choisie, qui n'était pas vraiment moi. En réalité, je crois que j'ai épousé ma mère. Ils se ressemblent sur de nombreux points. Aujourd'hui, ma vie conjugale est toxique. Elle abîme tous les bonheurs qu'on a pu vivre. Je ne suis pas en contact avec la richesse de ma vie, tout ce qui dort en moi et qui ne me demande qu'à s'épanouir. Je ne respecte plus mes valeurs fondamentales, dont la première est l'amour. J'ai honte d'être restée avec lui et je ne sais plus quel est le sens de ma vie. J'ai l'impression d'être enfermée dans des murs épais qui se resserrent sur moi. Angélique elle-même abandonnée s'est mariée avec François, qui souffrait lui aussi d'abandonnisme, ce qui est fréquent. C'est un facteur de mutuelle compréhension et de codépendance affective, jusqu'à ce que l'un des deux, dont la terreur de la séparation est la plus forte, rende la vie de l'autre impossible. La fracture affective est immense. De façon générale, voici ce qui peut se passer dans la vie amoureuse d'un abandonné, avec des variations d'intensité en fonction de l'importance de la blessure. Tout en aimant et étant sûr d'être aimé, il se sentira suffisamment mal pour que la relation prenne fin. La peur d'être quitté est trop forte. Quand les demandes sont satisfaites, ce qui est obtenu finit par ne plus convenir, et les reproches virulents mettent la relation en danger. Rien ne va plus. Les marques d'amour sont toujours insuffisantes. Le manque est impossible à combler. Elle engendre aussi de la peur. Combien de temps vont-elles durer ? Paradoxalement, toute marque d'amour peut être suspecte. Élisabeth, désirant mieux connaître Joseph, lui posait beaucoup de questions, jusqu'à ce qu'il lui réponde « Pourquoi tu me poses tant de questions ? Est-ce par intérêt pour moi ou pour t'en servir contre moi ?» L'alternance entre demande d'amour et rejet rend la relation très pénible à vivre, difficilement supportable. Le partenaire est la plupart du temps tenu de parentifier son conjoint abandonné, pour qui ce parentage est devenu une forme d'addiction. L'autre doit alors jouer le rôle du bon parent, idéalisé, pour satisfaire les besoins de l'enfant intérieur de l'autre qui n'a pas grandi. L'anxiété est si grande à l'idée de n'être plus aimé que le partenaire est alors maintenu à distance pour de fausses bonnes raisons. Trop de travail, fatigue, préoccupation, jusqu'à parfois être infidèle pour se prouver que même en cas de rupture, quelqu'un d'autre pourra apporter de l'amour. Souvenez-vous, la veille de son premier mariage, Joseph a passé la nuit avec une autre femme, alors que, dit-il, la confiance est ce qu'il y a de plus important pour lui dans un couple. Il peut aussi arriver que le partenaire s'éloigne, vient alors le regret d'avoir fait confiance, d'avoir cru que les rives de la sécurité affective avaient enfin été atteintes, après tant de tempêtes. Les défis sont des formes de contrôle pour multiplier les raisons de critiquer. Ces attitudes traduisent la peur constante que l'autre ne soit pas vraiment fiable. Encore un cercle vicieux. L'abandonné devient de plus en plus difficile à vivre et provoque ce qu'il craint le plus, la séparation. Quand ce n'est pas l'autre qui, s'estimant de moins en moins aimé ou mal aimé, finit par rompre. L'escalade des mises à l'épreuve se traduit par une agressivité plus fréquente et plus acerbe. Blessante et dure, associée à un éloignement et une apparente indifférence qui ne sont en réalité que des leurres pour tester la fiabilité des sentiments de l'autre. La soif d'absolu revendiquée par l'abandonné est telle qu'il est impossible d'être à la hauteur de ses attentes dictées par son désir de fusion totale. Il faudrait ne faire qu'un. Or, l'amour absolu n'existe pas. Agressivité, comportement tyrannique et parfois cruel ou même sadique quand ils ne sont pas pervers transforment la vie des partenaires en cauchemar, car les scènes sont de plus en plus nombreuses avec des déclencheurs anodins. Il est difficile pour un abandonné de respecter l'espace de réflexion, de solitude désirée de l'autre, qui doit être toujours disponible, car il attend d'être le plus important à ses yeux à chaque instant. Un couple ne peut résister longtemps à cette quête permanente et démesurée de marques d'amour inconditionnel, qui ne peut exister qu'avec des enfants. Même en présence de tiers, l'abandonné ne ménagera pas son partenaire et lui enverra des pics ou lui fera une véritable scène. Peu lui importe qu'il y ait des spectateurs, la pulsion agressive est la plus forte, jusqu'à la rupture, par lassitude de ce mode de vie en montagne russe et non par manque d'amour. C'est une douloureuse prise de conscience de tout ce qui a été subi, qui a sapé la relation et les sentiments.
est arrivé le point de non-retour, sous le regard perdu de l'abandonné, qui ne comprend pas et se réfugie dans son rôle de victime au lieu de tenter de saisir les conséquences de son comportement. C'est d'autant plus pénible que l'abandon est une fois encore revécu, comme dans l'enfance, sans admettre sa propre responsabilité en tant qu'adulte. Trop de mauvais traitements, de manque de respect mènent le partenaire à se protéger. Après la prise de distance, le dernier clash provoquera la séparation. Ce n'est pas un bouquet de fleurs qui changera quelque chose, contrairement à ce que l'enfant intérieur de l'abandonné croit. Ce n'est pas si simple. À la recherche du père. Les petites ou jeunes filles qui ont souffert d'un père absent ou de sa présence-absence inattentive, ce qui fut le cas d'Elisabeth, emportent les stigmates. Leur vie affective sera sous le signe d'une recherche de la protection qu'elles n'ont pas reçue de leur père et de l'attente de l'imaginaire prince charmant qui jamais ne viendra. Or, lui seul, selon elles, pourrait les sauver de leur malheur et combler le manque d'amour qu'elles ressentent. Ce père symbolique sera paré un temps de toutes les qualités désirées autrefois chez le véritable père. La désillusion adviendra un jour, provoquant la rupture, abandon revécu à l'infini. Surtout si une communication franche et respectueuse n'a pas eu lieu, l'abandonné se retranchant derrière son sentiment de n'être pas compris, pas assez ou mal aimé. Elisa, 30 ans. Ma mère est tombée dans le coma en accouchant de moi. Elle n'a pas pu me prendre dans ses bras. Quand elle m'envoyait en colonie, à partir de 7 ans, je ne recevais aucun colis, à l'inverse des autres enfants. J'ai été boulimique jusqu'à 24 ans, toujours critiquée parce que je mangeais trop. Mes parents ont divorcé quand j'avais 8 ans. Ils me traitaient de petite peste, de teigne. C'est vrai que je piquais des grosses colères. Pourtant, je crois que j'ai été la béquille de ma mère depuis l'adolescence. Elle me faisait peur en me disant que sans moi elle se tuerait et me faisait des confidences sur sa triste vie amoureuse. À ce moment-là, j'ai compris que toute relation a une fin. Je n'ai jamais eu de vie amoureuse normale, j'ai bien trop peur d'être quittée et je sabote très vite les relations pour arrêter d'avoir peur. Je ne laisse aucune chance aux hommes avec qui ça pourrait marcher, tout en étant terrifiée à l'idée d'une rupture. Même lorsque tout va bien, la peur est toujours présente et la relation est difficile à vivre pleinement. Vous avez pu observer que la vie amoureuse de Joseph ne ressemble pas du tout à celle de Victor. Joseph a presque vécu un abandon réel lorsqu'il est parti en pension très jeune pour de longues années, tandis que Victor, lui, souffre d'un sentiment d'abandon. La différence est de taille. C'est pourquoi j'insiste sur le fait que les blessures d'abandon ne s'expriment pas de la même façon chez tous les abandonnés. Les comportements décrits qui ne se rencontrent pas de façon systématique sont très fréquents. Ils se manifestent avec de nombreuses nuances selon les individualités et les histoires vécues. Les addictions. Une addiction est le dernier recours pour pallier les conséquences d'une souffrance psychique souvent déterminée par des traumatismes anciens. C'est une pathologie du système nerveux central impliquant une dépendance à une substance ou à un comportement dont les conséquences sont très nuisibles malgré le facteur plaisir inhérent à ces comportements ou produits. Tabac, alcool, cannabis, opiacés, cocaïne, amphétamine et tout ce qu'on appelle les dérivés de synthèse, de plus en plus nombreux et dangereux. Mais aussi le jeu, dans les casinos, les ordinateurs ou sur un réseau, les achats compulsifs, le sexe, les conduites à risque, etc. La raison est débordée et perd bataille contre la recherche du plaisir. En effet, le plaisir éprouvé, dans le cerveau limbique, lors de la première prise de produit, ou lors du premier acte menant à une addiction, jeu d'argent par exemple, cette sensation si forte provoque une telle exigence d'être réitérée que tous les raisonnements logiques et sensés du mental, le néocortex, seront neutralisés par ce besoin irrépressible de retrouver cette intensité. La conscience ne fait pas le poids face au plaisir, c'est ainsi que naît une addiction. L'addiction est caractérisée par la perte de contrôle, le besoin est irrépressible, le temps passé à s'organiser pour ne pas être en manque, une véritable préoccupation, une obsession, l'augmentation des quantités en raison de la tolérance, il faut plus de produits pour obtenir les mêmes effets, l'apparition du douloureux syndrome de sevrage en cas d'arrêt brutal, le déni des risques pour la santé et la vie privée, familiale et sociale, financière et professionnelle, l'inefficacité des efforts pour mettre fin seul à l'addiction, le maintien de l'addiction en dépit de la connaissance des conséquences graves, tant physiques que psychologiques. La plupart des personnes addictes désirent soulager un état émotionnel pénible. L'addiction est une autothérapie. À la dépendance physiologique s'ajoute la dépendance psychique.
beaucoup plus difficile à soigner. Surtout quand certains produits améliorent les performances mentales, les capacités de réflexion et de concentration, le fonctionnement psychique en général. Elisa. Vers 20 ans, j'ai essayé les drogues dures pour tenter d'oublier que je n'avais pas une famille normale et calme. Victor. Je souffre d'une addiction à l'alcool et de troubles du comportement alimentaire. J'ai été horrifiée lorsque ma balance m'a indiqué un poids à 3 chiffres. Un abandonné va consacrer une grande partie de sa vie, par différents moyens, à combler son vide affectif, ce qui explique qu'il est encore plus sujet que d'autres aux addictions de toutes sortes. Si Victor reconnaît ses problèmes avec l'alcool et la nourriture, Joseph refuse d'admettre qu'il souffre de silogomanie, l'addiction rarement décrite à l'accumulation compulsive, ou l'impossibilité de se séparer de ce que l'on possède. Joseph. Jeter quelque chose, en dehors des ordures ménagères, lui est impossible. Or, la silogomanie évolue vers le syndrome de Diogène, dont les premiers symptômes sont le manque d'hygiène sur soi et dans son lieu de vie, ce qui est le cas de Joseph qui porte les mêmes sous-vêtements nuit et jour pendant 1 semaine et ne prend qu'une douche hebdomadaire. Joseph dort sur un lit composé d'un futon posé sur d'antiques matelas, ceux de ses enfants petits, ils ont plus de 40 ans. Quand Elisabeth est allée chez lui, elle a été effarée par tous ces amoncellements partout recouverts de poussière. Elle décrit un bric-à-brac d'objets qui occupent une grande partie de l'espace. Sa cuisine regorge de nourriture périmée, de produits d'entretien inutilisés, d'innombrables sacs en plastique entassés dans de grands sacs, de vaisselle pour 20 personnes alors qu'il n'invite jamais ni ne cuisine. Partout des lettres et des cartes postales reçues depuis des décennies, des vieux prospectus et des tickets de voyage, des livres jamais lus. Il garde tout, que les objets aient une valeur affective ou non, mais ils pourraient servir. Il empile des magazines depuis des années, des bouts de papier. Il pourrait ouvrir une papeterie avec un grand choix de fournitures pour écrire, classer, écrire. Ses meubles sont pleins à craquer, il ne sait pas de quoi. Les voilages sont grisâtres et les doubles rideaux ternes. La saleté des toilettes et de la salle de bain m'a décontenancé. Il ne la voit pas. Jeter, dit Joseph, me fait trop souffrir. Je suis vieux, je ne veux pas jeter ce qui est vieux. Je sais qu'il faudrait, mais c'est comme si on m'arrachait des parts de ma vie. Quant à trier, il y en a bien trop, je n'aurai jamais fini. Elisabeth m'a beaucoup aidée, mais elle s'est lassée. Tout ce qui est chez moi est une marque de mon existence. Une carte postale, des publicités prouvent que j'existe puisqu'on me les envoie. Quand je ramasse un vieux meuble dans la rue, j'ai l'impression de lui sauver la vie. Et un meuble gratuit ne se refuse pas. Ma cave est remplie jusqu'au plafond, et je n'ai pas le courage d'y aller. Souvent, il y a une grosse ristourne quand on achète plusieurs pots du même produit. Alors j'entasse. Une faible estime de soi peut entretenir l'idée qu'on ne mérite pas mieux que des aliments périmés, des vêtements usés ou trop étroits, ou des neufs qu'on ne porte pas pour ne pas les user. Un univers poussiéreux. Cette addiction, où l'avoir remplace l'être, accentue l'isolement de l'abandonné qui a honte de son lieu de vie. Elle dénote une très forte angoisse de séparation, une grande insécurité affective. L'accumulation comble les carences. La gravité bien réelle de la situation n'est jamais consciente chez les personnes qui en souffrent. La dépendance affective. Tous les êtres humains sont affectivement dépendants. Savoir qu'on aime et être aimé en retour est un besoin normal. Les nourritures affectives sont essentielles à la vie, car un grand nombre de nos besoins vitaux trouvent leur satisfaction dans le commerce avec nos semblables. Pourtant, chez les abandonnés, cette dépendance est pathologique. L'insécurité affective du tout petit, de l'enfant, de l'adolescent, est le terreau d'une grande dépendance affective chez l'adulte. L'idée d'une possible séparation restera un élément majeur dans leurs problématiques tout au long de leur vie, dont la qualité ne peut dépendre que d'un être extérieur qui les délivrera du destin, un sauveur ultime pour n'exister que dans la fusion. La dépendance affective trouve sa source dans son besoin d'un autre avec qui fusionner pour se sentir protégé contre cette angoisse. Il peut s'agir d'un membre de la famille, d'un partenaire en amour, d'un ami, d'un professeur, d'une institution, religion, armée, d'une association, d'une idéologie, d'autres humains qui malheureusement sont tous faillibles et imparfaits, donc décevants un jour ou l'autre, car les attentes des abandonnés restent toujours insatisfaites. Cette dépendance empêche les patients d'être autonomes et en capacité de s'adapter à la réalité de la vie. En cas de rupture, l'abandonné oscille entre deux positions,
l'auto-accusation et la culpabilisation de l'autre qui n'a pas été à la hauteur de ses attentes et exigences. L'estime de soi s'écroule, je ne mérite pas d'être aimé, tout comme l'estime de l'autre, il n'est pas à la hauteur, ne me comprend pas, ne sait pas aimer. Joseph est très exigeant avec Élisabeth, ne lui laissant que peu de temps pour ses propres activités. Un soir, après un dîner, leurs amis étaient partis et elle s'occupait de ranger la cuisine pendant qu'il boudait dans le salon. Quand elle le vit ainsi, exaspérée, elle lui demanda ce qui se passait. « Tu m'as laissé tout seul », fut sa réponse maussade. Anouchka. Mon mari a 18 ans de plus que moi. Quand il m'a vue, il a eu un coup de foudre, dit-il. En quelques mois, il avait divorcé, laissant une femme et 3 filles très en colère contre moi. J'ai été très flattée. C'était un bourgeois et je venais d'un milieu plus que modeste. Il a été ma revanche sur la vie. Pourtant, il me traite comme une enfant. Il fait comme ma mère et j'en ai assez. Je ne l'aime plus. Il ne me considère pas comme je suis en droit de l'attendre après tout ce que j'ai vécu dans mon enfance. Pourtant, j'ai la terreur de me retrouver seule. L'idée de la solitude m'anéantit. La quête d'amour et d'attention va reprendre, incessante et obsédante, car il faut absolument croire en l'existence de cette personne qui viendra réparer, soigner, insuffler force et énergie de vie. Les dépendants affectifs pathologiques ne s'aiment pas et ne s'aimant pas cherchent à l'extérieur ce qu'ils ne trouvent pas en eux. Pour être sûr d'exister, pour ressentir ne serait-ce que l'ébauche d'une valeur personnelle et s'éloigner de leur peur si violente de la solitude. La dépendance affective est une addiction inconsciente. Tel le tonneau des Danaïdes, c'est un puits sans fond, car la personne dépendante se sent incomplète. Les autres ne sont que des compléments utilisés pour tenter de remplir le grand vide intérieur, ce qui n'arrive jamais. Tout est sans cesse à recommencer. Cela génère un grand déséquilibre dans les relations, même si l'abandonné a parfois le sentiment de se sacrifier sur l'autel de la relation. Quant à la personne aimée, elle est tellement idéalisée, comme souvent les parents, qu'elle ne sera jamais à la hauteur des exigences ou attentes de l'autre. Elle n'est pas aimée pour ce qu'elle est, mais pour ce qu'elle offre afin de soulager la détresse de l'abandonné. Quant au dévouement, parfois excessif de l'abandonnique, il est trop souvent un leurre d'amour, un jeu psychologique dont il ne sort pas gagnant, car vient le temps où, ne recevant pas en fonction de ce qu'il donne ou croit donner, il provoque la rupture après de nombreuses manipulations, parfois même des mensonges. Le dépendant affectif croit aimer, mais ne donne pas vraiment d'amour. Quand Joseph parle du départ de sa dernière épouse, il est d'abord furieux. Après tout ce que j'ai fait pour elle, et j'ai dépensé tant d'argent pour elle et sa fille. Ces comportements ne s'expliquent que par le sentiment d'abandon qui les sous-tend, qui induit de véritables obsessions, des tortures centrées sur soi, narcissiques, et non sur l'autre, tant le dépendant affectif est aliéné à ses propres besoins. Il n'est en réalité préoccupé que de lui-même, des jugements qu'il porte sur les autres, des justifications de ses propres comportements et de ses exigences qui masquent son immaturité affective, inconsciemment. Les dépendants affectifs souffrent d'une pathologie du lien, car l'autre devient une drogue apaisante et rassurante, celui qui réglera ses affaires d'enfance. Il ne représente plus l'être cher, mais l'oxygène dont on a besoin pour vivre. Or, les comportements des abandonnés produisent l'inverse de ce qu'ils désirent. Leurs problématiques s'aggravent au fil des relations qui s'installent et se rompent. L'écrivain Marcel Proust parlait à juste titre de l'amour-drogue, donc on sait qu'il faut régulièrement augmenter les doses pour soulager l'immense tension née du manque. Une mauvaise image de soi. Les carences affectives, surtout si elles sont accompagnées de mauvais traitements, ont toujours pour conséquence une absence d'estime de soi. Le narcissisme des abandonnés n'ayant pas pu s'étayer sur un socle psycho-affectif et émotionnel solide, ce qui génère des autosabotages touchant aussi leur confiance en leurs compétences. Leurs histoires d'amour tournent court. Certains sont attirés par des prédateurs, ils leur sont familiers, qui les mettent sous leur emprise ou par des victimes de la vie qu'ils voudront réparer, comme ils l'ont fait avec leurs parents. Ou bien, ils ont si peur de l'intimité qu'ils resteront solitaires et désespérés. La plupart n'ont en effet guère d'espoir, même dans leur vie professionnelle. Manque d'ambition, peur de réussir, ils pensent ne pas le mériter, et sentiment très fréquent d'être des usurpateurs. Jean, 38 ans. Je ne m'affirme pas, je manque de confiance en moi, je me dévalorise constamment. Petit, il jouait à faire l'inquiet pour attirer l'attention de sa mère. Son père a voulu qu'il devienne une machine à compétition, mais il multiplie les sabotages et finit par régulièrement se faire remercier
régulièrement dans son travail. Aujourd'hui, il dit être plein de hargne, de désir de vengeance parce qu'il ne parvient pas à conserver un emploi. Florence. Cette difficulté de vivre avec moi, de me supporter, c'est vraiment très difficile. Comme si je découvrais quelqu'un qui me déçoit, qui n'a pas les mêmes valeurs que moi, qui ne leur accorde pas la même importance. Comme si je constatais que longtemps je me suis trompée, que j'ai fait fausse route. Je ne me reconnais pas. Je ne me retrouve pas dans cette personne qui s'écoute un peu trop et se plaint constamment. Je ne fais plus rien que d'écouter mes râles et mes plaintes, mes peurs et mes désillusions. Je ne suis pas quelqu'un de bien, puisque même mes parents, qui auraient dû m'aimer de façon inconditionnelle, ne l'ont pas fait ou l'ont mal fait. C'est bien parce que je n'ai aucune valeur, je ne suis pas important, je ne vaux rien. Tel est, globalement et inconsciemment, le discours que l'abandonné tourne en boucle durant des décennies depuis l'enfance, induisant un désamour de soi majeur, alimenté par cette interprétation aux conséquences gravissimes des comportements parentaux jamais remis en question. Sur quoi s'appuyer si l'on est persuadé que l'on n'a pas été aimé, si l'on ne se sent donc pas digne d'être aimé? Les différents narcissismes. Le narcissisme primaire, celui du tout petit enfant, est un sentiment d'omnipotence, de toute puissance sur sa mère. Le narcissisme secondaire commence à se développer à la fin de la période de fusion avec la mère. L'enfant commence à se tourner vers lui-même, il va compenser cette perte. Les principaux éléments en sont le besoin d'être admiré, le fréquent manque d'empathie, l'illusion d'un amour idéal, le besoin excessif d'être aimé, l'utilisation d'autrui. Traits de personnalité qu'on retrouve chez les personnes abandonniques. Très souvent, en effet, leur développement se serait arrêté à ce stade où l'enfant est avant tout centré sur ses propres besoins. Le bon narcissisme correspond à la construction, au fil des années, d'une bonne image de soi. Les parents en sont les premiers bâtisseurs par les regards d'amour portés sur leurs enfants, leur soutien constant, leur encouragement à devenir ce qu'ils sont, ne ce qu'ils devraient être pour réparer l'histoire de leurs parents ou les valoriser. C'est ce qu'on appelle le socle narcissique, sur lequel l'enfant grandissant puis devenu adulte pourra s'appuyer toute sa vie pour aimer et être aimé dans des relations équilibrées, mener ses projets à bien avec une estime de soi et une confiance en soi solide. Le manque d'estime de soi est l'équivalent d'un miroir déformant qui ne fait que renvoyer une mauvaise image de soi. Je pense à Jules Renard, triste poil de carotte, qui dans son journal écrivait « D'expérience en expérience, j'en arrive à la certitude que je ne suis fait pour rien. Le bonheur, c'est d'être heureux. Ce n'est pas de faire croire aux autres qu'on l'est. » Annabelle, 39 ans. Annabelle n'est pas heureuse dans son couple car elle n'a jamais voulu avouer qu'elle avait été adoptée. Elle en éprouve une grande honte. Alors les difficultés se transforment en problèmes que je n'ose pas aborder et je reproche à Paul de ne pas me comprendre. Mais comment le pourrait-il? Je ne suis jamais contente. Je lui fais constamment des reproches. Je ne me sens pas bien aimée, pas assez prise en compte. Mais si je continue à n'exprimer que des demandes, il va finir par se lasser. Je fais exactement comme mes parents qui se disputaient à longueur de temps. Finalement, je ne suis pas une bonne compagne pour lui. Si même mes parents n'ont pas voulu de moi, qu'est-ce que je peux attendre de lui? Je sais que je ne serai jamais heureuse, je ne le mérite pas, puisque j'ai été laissée pour compte. Ma vie ne peut être qu'un échec. Au fond de moi, il n'y a qu'un grand néant, une solitude si vaste que je m'y perds. Je ne sers à rien, je suis un être inutile. Le désamour de soi, proportionnel à la blessure d'abandon, est vécu comme une faiblesse qu'il convient avant tout de dissimuler. La vie professionnelle n'est pas épargnée. De façon paradoxale, la recherche de pouvoir est souvent une marque de manque d'estime de soi. On parle alors de complexe d'infériorité surcompensé. Pour ne pas se sentir inférieur aux autres, on veut les dominer en s'affirmant haut et fort, en prenant une position quelque peu tyrannique. C'est un rôle souvent dicté par l'inconscient, d'autant plus qu'une image défaillante de soi entraîne une vulnérabilité qui fabriquera des mécanismes de défense à type d'opposition, comme l'abus de critique et l'agressivité. Cela ne va pas faciliter les relations de travail. Dénigrement des autres, critique de la hiérarchie, mène souvent vers une mise au placard quand ce n'est pas vers la sortie. Encore un cercle vicieux, encore un rejet. Une personne abandonnée ne peut que douter de sa valeur personnelle, avec un ressenti d'indignité et d'incompréhension. Cependant, de façon encore paradoxale, elle s'érige souvent en juge avec des avis très manichéens. Tout est noir ou blanc, sans nuance.
et une attitude négative sur les gens et les événements, ce qui explique l'ambivalence avec les autres, qu'elle idéalise tout en les blâmant. Avec des comportements très contradictoires, pour plaire ou ne pas déplaire, l'objectif constant, il faut se dévouer aux autres tout en les accusant de profiter de cette incapacité à dire non. Joseph. Joseph, qui se juge trop gentil avec les autres car il ne sait pas mettre ses limites, ne cesse de se plaindre d'être leur chose. Ses anciens collègues, ses connaissances, ses médecins, ses compagnes, tous ont entendu un jour cette remarque. Je n'ai pas vocation à être ta ou votre chose. Lors d'une séance, il me racontait une récente visite chez un médecin. Il ne faisait pas attention à moi, ne m'écoutait pas, ne m'expliquait rien. Il me considérait comme une chose, c'était insupportable. La prochaine fois que je le verrai, je lui dirai ce que je pense de son attitude. Cette peur de paraître insignifiant aux yeux des autres s'appelle une projection, qui consiste à mettre chez l'autre ce que l'on refuse de voir en soi. Ainsi, l'abandonné rejette sur l'autre son propre sentiment de ne pas avoir de valeur. Ce mécanisme de défense explique la difficulté à s'engager dans une relation amicale ou amoureuse. Je ne m'aime pas devient il ne va pas m'aimer. Moi.